Mesdames, Messieurs, je reçois pour vous dans cette émission spéciale un passionné du développement durable de notre continent africain. Il est si passionné par la nouvelle cause qu'il défend qu'il n'a pas hésité à mettre sa plume au service de l'émergence de notre continent. Je reçois pour vous l'auteur du livre L'heure de l'Afrique. Bienvenue, Monsieur Khaled Igui. Merci beaucoup, Madame Sabo. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir pour moi. Alors, pourquoi le décollage de l'Afrique vous passionne si tant? Tout d'abord parce que je suis africain, tout simplement, et parce que je suis béninois aussi. Et j'ai toujours pensé, en fait, que ma génération avait une mission. La mission de ma génération, je l'ai comprise très tôt, est de faire en sorte que le développement de l'Afrique soit fait par les Africains. Et quand vous êtes habité d'une mission de telle dimension, une mission qui vous dépasse, finalement, vous devenez un passionné. Et le fait d'écrire, ce n'est rien d'autre que de partager mes idées avec tous les Africains pour susciter un engouement collectif, réveiller les consciences. Alors, avant de commencer par feuilleter en votre compagnie les pages de ce précieux bouquin, aidez-nous à connaître l'homme qui se cache derrière cette belle plume. Qui est Khaled Igui? Alors, c'est tout simple. Je suis béninois, je suis né à Porto Novo. J'ai grandi à Cotonou jusqu'à l'âge de 18 ans. Je suis allé à Paris pour faire un diplôme d'ingénieur. J'ai fait un diplôme en économie. J'ai fait les sciences politiques. J'ai aussi étudié à Harvard aux États-Unis pendant un petit moment. Et donc, j'ai ce qu'on appelle un executive master à Harvard, Kennedy School. Et j'ai commencé ma carrière dans le domaine de l'énergie. Je suis allé dans l'agroalimentaire. Depuis quelques années, je suis banquier d'affaires. Et par contre, mon engagement était très tôt. Très tôt, j'ai senti que si je voulais contribuer au développement du continent, il faudrait que je crée une institution pour contribuer au développement des politiques publiques. J'ai donc créé l'institution du think tank Club 2030 Afrique, 2030 Afrique, que j'ai créé en 2013, qui travaille sur les politiques publiques, notamment les politiques d'éducation, de santé, d'énergie, d'agriculture, et sur les nouvelles technologies. Parce que l'idée aussi, c'est de voir comment les nouvelles technologies peuvent nous permettre d'aller beaucoup plus loin sur le continent. Je suis curieuse de savoir qu'est-ce que cherche un banquier dans la littérature. Mais le fait d'écrire, c'est une vocation, ce n'est pas un métier. L'envie d'écrire remonte à ma plus tendre enfance, quand au collège et au lycée, j'avais déjà cette envie de prendre mon stylo, de faire du narratif. Donc cette envie a toujours été en moi. Mais ce qui était dommage quand j'étais tout jeune, c'est qu'il n'y avait pas d'écosystème favorable à l'écriture à Cotonou en ce moment-là. Je connais ni maison d'édition, ni d'incubateur d'auteurs. Donc j'ai dû attendre plus de 30 ans pour écrire mon premier livre. Le talent était toujours là. Et donc, du coup, quand vous avez commencé par prendre de l'âge, vous avez voulu mettre ce talent maintenant en exergue. Vous avez voulu mettre ce talent pour servir notre continent. Monsieur Igui, dans votre bouquin, les premiers vers de votre introduction annoncent les couleurs, faisant une superposition subtile avec l'une des citations de Frantz Fanon, et je cite: chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission. La mission, la remplir ou la trahir. Pourquoi avoir orienté votre récit sur 3 générations, puisque vous avez parlé de la génération de nos grands-papas, de nos grands-pères, de nos pères et de notre génération à nous? Quelles étaient les missions de chacune de ces générations? Alors, moi, c'est très simple. Je suis très fanonien, comme je suis camusien. Wow. Fanonien, pourquoi? Je pars du principe que en tant qu'être vivant sur la Terre, nous ne pouvons pas juste nous contenter d'aller au travail le matin, de rentrer le soir. Nous devons avoir un engagement. C'est une responsabilité. C'est une mission. Et je pense très sincèrement que ma génération a une mission. Elle a la mission d'amener le continent africain là où nous n'avons jamais été jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il y a certains éléments qui sont réunis. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. La génération de nos grands-parents, c'est ceux que j'appelle dans le livre les libérateurs au long cours. Ils sont partis aider l'Occident à combattre pour les 2 guerres mondiales. Et ensuite, ils ont repris les armes, ils sont rentrés chez nous pour combattre l'Occident, le colonisateur. Pour se libérer. Pour se libérer, de ce jeu oui. politique-là. De se libérer de ceux qu'ils venaient de libérer. Ensuite, nous avons la génération de nos parents qui sont venus après l'indépendance. Eux, c'était des leaders politiques. Nous étions à la recherche d'une identité dans nos pays. C'était les premiers leaders politiques. Et ensuite, il y a notre génération. Notre génération a le devoir de développer l'économie de notre continent, donc de nos pays africains. Et comme je le dis, s'il y avait une mission que je devais assigner à ma génération, ça serait de faire en sorte que le continent africain soit développé par les Africains. Parcourons toujours votre bouquin. Déjà dans le premier chapitre, vous avez dit que
l'Afrique est tellement riche. Oui. La superficie de l'Afrique est plus de 30,4 millions de kilomètres carrés. L'Afrique peut à elle seule contenir la Chine, les États-Unis d'Amérique, l'Europe de l'Ouest et j'en passe. L'Afrique a tellement de ressources naturelles. Mais si nous empruntons la citation de Fatou Diomé qui disait « L'Afrique n'est pas pauvre, l'Afrique, on appauvrit l'Afrique. L'Afrique n'a pas besoin d'aide, mais l'Afrique a besoin du respect. » Écoutez, comment peut-on penser un seul moment, comme pour un pays comme la République démocratique du Congo, qui regorge de terre, qui regorge de tellement de ressources, et de ressources naturelles bien sûr, mais de ressources humaines, comment peut-on penser un moment que la République démocratique du Congo est un pays pauvre? Le coltan, qui est l'une des matières premières qui permettent aujourd'hui de fabriquer nos téléphones portables, se trouve majoritairement en République démocratique du Congo. Donc il y a un vrai sujet. Nous avons les ressources naturelles et les ressources humaines dans la majorité de nos pays. Donc, dans le fond, nous ne sommes pas pauvres. Celui qui est pauvre, c'est celui qui n'a pas d'actifs. On ne peut pas avoir autant d'actifs et être pauvre. Donc, il y a un vrai sujet. Il y a quelque chose qu'en tant qu'Africains, nous devons creuser pour réussir à sortir de cet état de fait. C'est pour ça que je suis vraiment d'accord avec ces citations de Fatou Diom qui dit « Le continent n'est pas pauvre, on l'appauvrit ». Ça veut dire qu'il y a quelque part des personnes ou des institutions qui se servent à tort et à travers de nos ressources naturelles et de nos ressources humaines. Mais où se situe la responsabilité? Puisque Exactement. nous avons des dirigeants quand même. Bien sûr. Alors, bien sûr. Il va falloir quand même comprendre pourquoi il y a cela. Nous partons de très loin. Après, il faut le reconnaître aussi. Je dis dans le livre que je plaide pour un peu d'indulgence pour la génération de nos parents et de nos grands-parents parce que la mission était grande. D'accord. Je pars du principe que chaque génération doit apporter sa pierre à l'édifice. D'accord. C'est très facile de toujours critiquer la génération précédente. Puisque nous ne sommes pas dans le bain de... Exactement. Parce que de leur moment, il y avait les contraintes. Ouais. Nous verrons ce que nos enfants diront de nous au moment venu. C'est pour ça qu'il ne faut pas rater sa mission. D'où France Fanon. Chaque génération dans une relative opacité ou la trahir. Ou la trahir. Ça veut dire qu'il faut déjà identifier sa mission. Parce que vous n'identifiez pas votre mission, vous ne pouvez pas la réussir. Toujours dans votre document, vous avez parlé de l'éducation, vous avez mis l'accent sur la jeunesse, sur les femmes, qui constituent quand même une main-d'œuvre, mais une main-d'œuvre délaissée. Une main-d'œuvre laissée pour compte. Il y a également la diaspora. Alors, pourquoi vous pensez que cette main-d'œuvre peut faire quelque chose de différent de la génération de nos pères? Alors, il y a deux exemples que je vais vous donner. Un exemple pour les femmes, un exemple pour la diaspora. 80% des matières premières agricoles transformées que nous consommons est produite par les femmes. 80% de ce que nous consommons en termes d'agriculture est produite par les femmes, transformée par les femmes. Donc, les femmes représentent une ressource en termes de création de richesse qui est inestimable pour le continent africain. C'est pour ça que les femmes doivent jouer un rôle prépondérant dans notre société. Aucune société ne peut se développer qu'avec des hommes à des postes de responsabilité. Il doit y avoir autant d'hommes que de femmes dans les postes de responsabilité. Et c'est un point important parce qu'il faut des rôles modèles pour les jeunes filles de notre pays, le Bénin, mais aussi de tous les pays du continent africain. Ça, c'est pour les femmes. Pour la diaspora, le barrage de l'Éthiopie, le barrage de la Renaissance, pendant des années, l'Éthiopie a essayé de financer ce barrage avec les investissements directs étrangers. Ils n'ont pas réussi. Il a fallu qu'ils créent un bond qui est souscrit par les diasporas éthiopiennes et par les Éthiopiens pour qu'en quelques années, ils financent le barrage de la Renaissance. Donc ça montre bien la force des diasporas et des gens restés dans le pays une fois qu'ils ont décidé de travailler ensemble. C'est pourquoi j'aborde ces deux points qui sont très importants, qui sont deux éléments essentiels du développement de nos pays. De notre pays. D'où il faut l'éducation, il faut les technologies. Vous avez également parlé de l'industrialisation pour faire booster l'économie du continent africain. Comment cela va se faire concrètement? En lisant le livre, vous avez vu que j'ai parlé de triangle de ressources. Parce qu'après toutes les études que j'ai faites... Vous avez mis l'accent sur le capital humain. Exactement. J'ai compris que le développement, que ce soit sectoriel ou global, tournait toujours autour de trois éléments. C'est ce que j'ai appelé le triangle de ressources. Vous avez l'expertise, les nouvelles technologies et le financement. Le développement tourne toujours autour de ces trois points. Si vous n'avez pas l'expertise, vous ne formez pas la jeunesse, ils ne seront pas capables d'embrasser la nouvelle vague, ce nouveau mouvement du développement numérique. Si vous n'apportez pas les nouvelles technologies, nous serons en marge de la société. Et nous ne pouvons pas construire les infrastructures du numérique, toutes les infrastructures dont nous avons besoin, sans le financement.
Donc, il faudrait que les Béninois, pour ce qui est de l'économie béninoise, fassent confiance à l'économie béninoise et que les Africains, de façon globale, fassent confiance à leurs économies. Alors, vous parlez de l'investissement, Oui. vous parlez des diplômes, vous parlez de Oui. tant de choses. Vous êtes béninois, mais Oui. vous vivez en France. Est-ce que vous allez accepter venir servir votre pays et à quel prix? Alors, il y a une chose qui est déjà très simple pour moi, c'est que je suis peut-être aujourd'hui, au moment où je vous parle, je vis plus en France qu'au Bénin. Mais je suis tout le temps sur le continent africain parce que je ne travaille pas qu'au Bénin, en fait. Je travaille dans plusieurs pays. En tant que banquier d'affaires, je lève des financements pour les pays africains, pour les projets dans les pays africains. Donc, je suis amené à voyager dans plusieurs pays. Donc, le sujet n'est pas tant pour moi là, en fait, parce que dans le monde dans lequel nous vivons, nous sommes très mobiles. Donc, il ne s'agit pas de vivre quelque part ou dans un autre endroit. Avant de servir son continent. Voilà, il s'agit de travailler pour et vers le continent. Monsieur Khaled Higué, votre ouvrage ne se focalise pas uniquement sur les enjeux et défis de l'Afrique. La seconde partie fait une ouverture sur les pistes de solutions d'une Afrique puissante et prospère. Quelles sont les stratégies ou même les mécanismes à mettre en place pour pouvoir réaliser votre rêve? Déjà, je pense que si l'Afrique veut prendre sa place dans le concert des nations, il faudrait qu'on ait la possibilité d'exister. Ça veut dire que les pays africains doivent exister sur la scène internationale. Pour exister sur la scène internationale, il faut être dans les grands milieux, notamment dans les grandes institutions multilatérales. Le Conseil de sécurité de l'ONU et beaucoup d'autres institutions. Comme la CEDEAO, l'Union africaine, vous parlez de ces institutions? Je parle de ces institutions, mais je parle encore des institutions plus globales. Okay. Les Nations Unies, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, toutes les institutions de Bretton Woods, le G7, le G20. Il faut que les pays africains participent à la table de discussion. Parce que si nous sommes tout le temps absents des tables de négociation et de discussion, les autres vont décider à notre place. Toujours. Et c'est ce qui a été le cas jusqu'à il n'y a pas longtemps encore, mais maintenant, vous avez certains pays africains qui commencent par participer à la table de discussion. C'est très important. Pourquoi? Parce que nous vivons aujourd'hui des enjeux globaux. Le changement climatique, le terrorisme, les questions d'immigration. Et nous ne pouvons pas traiter les questions d'immigration à l'échelle globale sans les pays africains. Pas du tout. Mais pourtant, c'est le cas aujourd'hui. Quand nous voyons les jeunes qui prennent ce risque de passer par la Méditerranée. Et Exactement. Puis, finalement, d'autres ont la chance de passer de l'autre côté. Moi, je n'appelle même pas ça une chance. Qu'est-ce que vous avez Parce qu'à partir du moment où vous partez de chez vous de façon désespérée, que ce n'est pas un choix, oui. Et que vous n'y allez pas contraindre, quelle que soit la contrainte, elle peut être financière, elle peut être familiale, sociale et tout. Pour moi, c'est un désespoir. Certainement, il n'y a pas d'emploi dans ces pays. Mais ce que vous dites est très fort. À partir de quel moment on perd tellement d'espoir qu'on est prêt à sacrifier sa vie pour un but ou un objectif incertain. Qu'est-ce qui n'a pas marché alors? Ce qui n'a pas marché, justement, c'est ce que je dis, c'est le fait de donner l'espoir à la jeunesse. Vous pensez que dans les pays soi-disant développés, il y a aussi le problème de l'emploi. Ne pensez pas qu'il se pose aussi. Mais ce n'est pas pour autant que les gens prennent des bateaux pour aller mourir en espérant aller sur une terre meilleure. Donc, il y a un problème beaucoup plus conséquent dans nos pays et peut-être une sorte d'aliénation. Parce qu'à partir de quel moment on pense que chez les autres, c'est meilleur? C'est la question qu'il faut qu'on se pose collectivement. Donc, ce n'est pas une question de ressources financières. C'est peut-être une question de désespoir aussi. Donc, il faudrait qu'on crée les écosystèmes favorables pour que notre jeunesse reste chez nous. Et on ne doit pas être fier finalement de dire que être diplômé à l'étranger est plus valorisé qu'être diplômé chez soi. Parce que l'un des combats aussi que nous devons mener, c'est que demain, des gens comme moi qui prennent la parole aient eu le parcours ou le cursus peut-être majoritairement dans nos pays, soient formés dans nos pays. Comment qu'il n'y a pas de différence qu'on soit formé dans nos pays ou à l'international. Ce que je veux dire par là, il faudrait que nous créions l'écosystème au niveau de l'éducation, parce que l'éducation éveille les consciences. Comme le dit Nelson Mandela, l'éducation est l'arme la plus puissante pour le développement. Et là, j'en suis convaincu. D'accord, M. Higué, nous tendons déjà vers la fin de cette émission, même si je n'ai pas envie de mettre un terme à cette belle discussion. Quand même, en tant que banquier, vous avez eu un parcours élogieux. Vous avez eu l'opportunité de voyager, de voir ce que les autres pays font. Quand vous prenez déjà le continent africain, nous avons deux systèmes, un système anglophone et un système francophone. Et nous voyons que le système anglophone, nous avons l'impression, parce que je n'ai pas les preuves tangibles pour dire, nous avons l'impression que les pays anglophones sont en avance sur les pays francophones. Est-ce que vous partagez la même impression que moi, le même avis que moi? Je crois que le constat est réel. Et pour une simple raison, c'est une raison historique. Après les indépendances de la majorité des pays, en fait, si vous voulez, nos pays à nous se sont orientés vers la question politique uniquement. On n'a cherché que des leaders politiques.
l'état d'esprit était autrement dans les pays anglophones. C'est on leur a appris à créer des entreprises. Les entreprises qui sont en train de naître dans des pays comme le Bénin ont quoi? Ont 20 ans, 15, 20 ans de vie. Ou le maximum, c'est 30 ans. Et On n'a pas encore... du porteur du projet, l'entreprise disparaît. J'ai vu très peu d'entreprises au Bénin ou dans d'autres pays qui s'est transmis de génération en génération sur 4, 5, 6 générations. Alors que dans certains pays, vous voyez de grandes entreprises qui existent depuis plusieurs générations. C'est pour ça que nous avons besoin de bâtir des champions, mais qui se transmettent de génération en génération. Donc, l'état d'esprit d'entrepreneuriat est beaucoup plus développé dans les pays anglophones que dans les pays francophones. Et l'entrepreneuriat est beaucoup plus enseigné dans ces pays-là. Mais nous sommes en train de rattraper notre retard et je crois que la génération actuelle a une forte appétence pour l'entrepreneuriat, pour la création d'entreprises, parce que c'est un état d'esprit, ce n'est pas que de l'intelligence, c'est un état d'esprit, et que cet état d'esprit est en train de s'installer généralement. Et je vais vous dire même, pas par stratégie, mais pas pour une question de survie. Alors, ce livre est paru depuis janvier 2020, c'est ça. Bonne mémoire. Et aux États-Unis, donc en mai 2021. D'accord. Et vous avez voulu faire une tournée dans votre pays, sur votre terre natale. Après ces jours de tournée, quel est le bilan qu'on peut faire? Le bilan pour moi est élogieux et ça suscite une forme d'engagement encore plus fort en fait. J'ai rencontré une jeunesse qui est motivée, une jeunesse qui est décomplexée, une jeunesse qui en veut, qui a la volonté d'accomplir sa mission, une jeunesse qui a envie de créer des entreprises, une jeunesse qui a envie de s'émanciper. Donc, j'ai rencontré une jeunesse qui a juste besoin qu'on l'accompagne. Voilà ce que moi j'ai vu. Avez-vous un mot de fin avant de conclure cet entretien? Mon mot de fin, il est très clair. Je veux dire à la jeunesse béninoise, à la jeunesse africaine, que c'est notre moment. Je veux dire que c'est notre heure. C'est l'heure de l'Afrique, c'est l'heure du Bénin, c'est l'heure de tous les pays africains. Nous avons la démographie pour le faire, 70% de notre population a moins de 30 ans. Nous avons les ressources naturelles, nous avons donc les ressources humaines, comme je le disais tout à l'heure. Et nous avons aujourd'hui une prise de conscience collective que notre destin est entre nos mains. Donc, ce que je veux dire, c'est lâchez-vous, allez-y, allez à la conquête du monde. Osez. Et prenez le risque parfois. Prenez le risque, même pas parfois. Prenez le risque, vous avez droit à l'erreur. Vous avez droit à l'erreur. On a le droit à l'erreur. On peut échouer, mais l'essentiel, c'est de tirer les leçons de notre échec pour aller encore plus loin. D'accord. Merci beaucoup, M. Khaled Igué, de nous avoir permis cette occasion de discuter du contenu de votre ouvrage, même si le temps est très court. Nous aurons certainement d'autres opportunités pour aller plus en détail de ce bouquin. L'Afrique n'est pas pauvre. L'Afrique, on l'appauvrit. L'Afrique n'a pas besoin d'aide. L'Afrique a juste besoin du respect. Les filles et fils du continent, c'est le moment pour nous d'œuvrer pour remettre sur les rails ce continent, pour remettre notre cher continent que nous appelons berceau de l'humanité sur la voie de la prospérité, la voie du développement durable. Et c'est ce que nous dit Khaled Igué dans son document « L'heure de l'Afrique ». C'est ici que s'achève cette émission. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.